Hello Alex, Salut Thomas. comment tu vas? Écoute, ça va, de bon matin. Ouais, session tôt le vendredi matin, Ouais. mais ça va bien se passer. Écoute, je suis trop content que tu sois là dans ce podcast parce que depuis que j'ai commencé à écumer les meet-up AI, les rendez-vous, il y a toujours un visage que je retrouvais et c'était toi. Je t'ai vu dans les hackathons Mistral, je t'ai vu dans les différents meet-up. Donc, je crois que tu as une petite expérience de l'IA et de l'écosystème français. Donc, j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui. Bah écoute, je suis trop content d'être là avec toi et content aussi de pouvoir partager un petit peu avec la communauté des insights, des ressentis sur tout ce qui se passe un petit peu en ce moment parce que Parce qu'il se passe il des se passe choses, des choses, ouais. carrément. Est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer? Alors, je m'appelle Alex, je suis un entrepreneur dans l'IA générative. J'ai déjà monté deux boîtes sur le sujet, une dans la génération d'images et une que je suis en train de monter actuellement dans la création de modèles de langue, donc de LLM, qui sont spécialisés en français. Et à côté de ces activités entrepreneuriales, j'accompagne des boîtes dans la création d'outils IA. Donc à l'heure actuelle, je suis ingénieur IA chez Brut, donc le média. J'ai eu plusieurs casquettes dans ma vie. J'ai été prof, entrepreneur, mais j'ai surtout aussi passé pas mal de temps dans la big tech, puisque je suis resté quasiment 6 ans chez Google, à Singapour, à Dublin. Donc voilà, un parcours assez large Complet. et hybride. Ouais, beaucoup de choses à raconter. Et voilà, donc oui, j'ai fait école de commerce, mais je suis passé par l'école 42, j'ai fait de la data science au wagon, j'ai donné des cours au wagon en machine learning, donc voilà une présentation succincte. Trop bien, bon, on va parler de tout ça. J'aimerais qu'on commence par le tout début. Tu disais, Ouais, toi, tu as passé un peu de temps chez Google. ouais. Euh, L'IA générative, c'est venu finalement euh, petit bout par petit bout. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait vraiment le boom de ChatGPT, que ça explose en 6 mois, Ouais, moi je me souviens, j'étais encore en poste. ouais, Toi, je crois que tu l'as peut-être vu même un peu avant, parce que ouais, tu voyais des trucs arriver chez Google. Comment ça se passait? ouais. Alors c'est vrai que c'est quand même assez fou quand on y pense que le T dans GPT, Ouais, qui veut dire transformer, est une techno qui a été Google, brevetée et inventée chercheur de par Google. Google, chercheur de Google qui a, je crois que c'est Geoffrey Huntington, qui a notamment reçu un prix Nobel de physique, enfin un co-prix. Donc effectivement, moi j'ai pu la chance de voir ça assez tôt, mais encore une fois, j'étais plus un commercial chez Google qui était un peu curieux, enfin je pense que j'ai Ouais. toujours été curieux, et qui avait pas mal de potes ingé aussi chez Google, et j'ai réussi à me mettre dans des listes de diffusion, on pouvait essayer un petit peu des choses voilà, qui étaient en bêta, même pas bêta, alpha, en avant-première. Et il y avait bien un projet en 2019, qui à l'époque je crois s'appelait Nina, un truc comme ça, en interne chez Google, qui était ChatGPT avant l'heure. Hmm. Donc ça, c'est 2019. Je crois que c'est à peu près à cette période-là aussi qu'il y avait le film AlphaGo qui était sorti. Ouais. Donc à l'époque, on parle que de Google DeepMind, qui est la boîte la plus sexy du moment Hmm. à l'époque. Et donc il y a une conjonction de, je voyais déjà un Hmm. petit peu ça, et ce film qui a eu un impact assez profond pour moi, parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même fou Ouais. que un algo, une IA, soit capable de battre le Roger Federer du Go, qui est un jeu extrêmement difficile. Moi aussi, il m'a vachement marqué ce film-là. Moi, j'ai lu derrière le bouquin de Mustapha Suleiman, si je dis Ouais, pas de tout à bêtises, le fait, ouais, fondateur de ouais, DeepMind. Et un mot du coup sur cette histoire de jeu de Go. Donc, AlphaGo, qui est une intelligence artificielle, va jouer contre le champion du monde incontesté de jeu de Go. Moi, ce que j'aime bien raconter aussi comme anecdote, c'est un peu comment ça s'est passé la partie. C'était que je crois que c'est en 3 manches. Première manche, AlphaGo fait un move que personne comprend. ouais. Et les commentateurs, parce que c'est télévisé, se disent, mais bon, c'est bon, l'intelligence Il y a un artificielle, problème, c'est cassé. c'est nul. Et en fait, c'était un mouvement qu'on n'avait jamais vu et Ouais, qui, à la fin de la partie, va s'avérer gagnant. Et donc, l'IA, elle a inventé une nouvelle ouais, stratégie. Cette histoire-là, elle est assez fondatrice pour l'intelligence artificielle et assez bluffante, en fait. ouais. Je crois que Lysidol a quand même gagné une partie contre AlphaGo, si je dis pas de bêtises. Mais effectivement, et puis on avait eu Kasparov avant contre Deep Blue, mais là Mm. c'est vrai que c'était une voilà. Je pense que c'était une période assez pivot, et je dirais que c'est un peu
presque par hasard que je me suis décidé à rentrer dans l'IA à ce moment-là. Hmm. Donc en 2020, donc on a le Covid. Je m'en souviens bien parce que j'étais à Singapour au moment des faits. Et le Covid est là et bah forcément, tu as un peu plus de temps devant toi parce que en Hmm. tant que commercial, bah, tu as moins de trucs à vendre Ouais. pendant une pandémie, hein, on va pas se mentir. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la data. Les réseaux de neurones, c'était déjà un truc qui m'excitait. Mais j'avais envie de creuser un peu plus. Et dans ce temps faible, qui était le Covid, j'ai commencé à, voilà, à regarder côté Python, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin. Je faisais beaucoup d'Excel à l'époque. Ouais. J'ai dit, ouais, non, c'est pas possible, c'est trop galère pour ce que je dois faire. Et donc, je commençais un petit peu à m'intéresser. Et chemin faisant, par connexion, en mode, ah tiens, tu devrais regarder. Il y a un module de data science au wagon, tu C'était devrais un bon regarder. endroit, Google, pour ça, pour avoir les signaux faibles, pour pouvoir parler avec des gens justement qui vont te donner les trucs à regarder. Hum, alors oui et non, oui dans le sens où du coup j'avais des amis chez Google qui n'étaient pas forcément sales, Hmm. et qui eux m'ont permis de voir un petit peu comment c'était l'arrière du décor. Voilà, mais je vivais de manière interposée Ouais, par le ouais. biais de ces amis. Et non parce que chez Google on m'a quand même fait comprendre assez rapidement que en tant que sales, euh, on m'a fait comprendre que ça allait être compliqué de changer Hmm. d'organisation et de passer sur du product ou de la tech pure et Hmm. dure, que globalement ça allait être Hmm. un peu le chemin de croix. Donc Profil siloté, quoi. assez siloté, même si voilà, enfin, c'est une boîte exceptionnelle. J'ai pu bouger de Dublin jusqu'à Singapour grâce à cette boîte. Donc il y a eu de la flexibilité, mais géographique. Ce qui m'intéressait, c'était plus quand même de pouvoir aller dans des Hmm. domaines que je connaissais moins aussi. Donc Comme tu parles de Google, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Qu'est-ce qui fait selon toi que ChatGPT ait pu prendre ce créneau-là et que Google n'ait pas réussi à le prendre? ouais, c'est une super question. J'ai une opinion là-dessus. Je ne sais pas si c'est l'effet, mais moi je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs choses qui s'est passée. Déjà, de manière naturelle, une boîte, lorsque elle est assez établie, tu perds de l'innovation, tu perds de la capacité d'innover et de vouloir casser des standards. Hmm. Google a énormément grossi en l'espace de 20 ans. Je crois qu'à l'époque où j'y étais, il devait y avoir peut-être déjà 130 ou 140 000 employés. Donc forcément, C'est la façon dont tu vertigineux. gères une team de 140K employés, c'est pas la même que OpenAI à ses débuts qui devait être 50 pèlerins. Donc je pense que il y a l'effet taille et je pense qu'il y a aussi un effet réputationnel beaucoup plus important qui doit pas être obstrué. Si je reprends cette expérience que j'ai eue en 2019 chez Google où j'avais essayé du coup un chatbot qui était vraiment les prémices de ChatGPT. Bon, rapidement, au bout de quelques conversations, j'arrivais à lui Hmm. demander. J'essayais de pousser la machine un peu dans ses retranchements. Déjà, c'était du prompt. Et j'arrivais à lui faire dire que oui, ça serait une super idée de faire des business. Là, il y avait des scandales sur le truc de mercenaires Blackwater, je Hmm. crois. Et donc, j'arrivais à lui faire dire que oui, ça serait trop bien de créer des robots espions, etc. Et donc, je comprends que des gens très hauts chez Google se sont dit non, non, c'est pas possible. On a eu, tu te souviens de ces IA aussi qui étaient sorties, qui étaient très insultantes, racistes, Bah, etc. ça c'est Taille, c'est l'IA de Microsoft, si je dis pas de bêtises, qui sort vers 2016 et qui est connecté sur Twitter Ouais, et qui devient néo-nazi en l'espace ouais, de ouais, ouais, quelques heures parce que justement une IA, elle est là pour donner des réponses qui conviennent à l'utilisateur et ouais, donc un internaute, deux internautes, sans internautes qui disent bah si tu es néo-nazi et bon Microsoft ils l'ont vite enlevé ouais, parce que c'était pas possible et ça c'est je pense que tu mets le doigt sur un point fort, c'est que en fait OpenAI ils ont pris un risque que Google était pas capable de prendre c'est ça, je parce pense. qu'ils avaient une position d'archi dominant Ouais, qui pouvait pas mettre en péril. c'est ça. Et en même temps, je trouve que il y a aussi eu une avancée technologique qui fait qu'aujourd'hui, ChatGPT, elle continue à être sur le même fonctionnement, c'est-à-dire te donner une réponse qui correspond à ce que tu demandes, mais ils ont réussi à mettre des limites Oui, techniques oui, où oui. ChatGPT, tu peux lui faire dire ce que tu veux, mais sur certains sujets, c'est totalement bloqué et ça évite pas toutes les dérives, on peut en reparler, mais Ouais. ça évite
certaines Ça dérives. oriente le modèle sur qui doit être gentil, Ouais. calme, etc. Mais je pense que voilà, sur le cas Google, c'est vraiment, ça sera un cas d'étude intéressant dans quelques années de se dire comment ce qui est pour moi l'épitome de la crème de l'ingénierie, qui a tous les supercomputers. Ils ont même inventé. Alors, on parle de GPU, Google, ils ont carrément inventé les TPU, quoi. Donc, c'est encore des GPU nouvelle génération qu'ils ont fait spécifiquement pour ces enjeux d'inférence, etc. Donc, c'est vrai que ça reste un mystère et je pense que il y a eu cette peur un peu panique de. Hmm. On est aussi peut-être quelques années après le scandale qu'il y avait eu sur YouTube. Il y avait eu un scandale sur YouTube où il y avait des pubs, donc de l'ADS, qui étaient passés au sein de vidéos. Je crois que c'était Ouais, je me souviens de ça. de ISIS ou un truc comme ça. Enfin Ouais. bref, dans des contenus ultra violents. Et donc il y avait eu déjà un backlash vraiment énorme Ouais, beaucoup d'annonceurs sur YouTube. français qui s'étaient retirés de YouTube pendant. Enfin bref, c'était un moment déjà un petit peu particulièrement peut-être un peu difficile pour Google. Jusqu'à preuve du contraire, 80-90% du business de Google, c'est de l'ADS, quoi. Donc est-ce qu'il y a un effet de aussi cette tech, est-ce que ça pourrait aussi mettre en danger notre business model? Parce que je crois que je suis tous d'accord maintenant que le search est en train de changer, même si je pense que beaucoup de gens pensent à tort que ChatGPT c'est un moteur de recherche. Donc voilà, je pense qu'il faut considérer ces aspects-là. Et ce qui est marrant, c'est que comme tu l'as dit, finalement l'innovation elle était là, puisque le T de GPT, le Transformer, Ouais. c'est un papier de recherche de Google, donc ça a été Ouais. vraiment plus un choix business et une peur business qu'autre chose. Ouais. Bon, après, je veux absolument qu'on parle un peu Ouais. de l'IA en France, mais je suis quand même obligé de sauter sur la partie dont tu parles. Ouais. Tu disais, les gens pensent à tort que GPT c'est un moteur de recherche. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi parce que quand on le cherche en termes de vérité, on se rend compte que c'est un très mauvais oracle et qu'il dit beaucoup de bêtises. Déjà, il cite pas ses sources. Il cite pas ses sources. Mais je veux quand même avoir ton avis sur GPT Search. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Le nouveau Perplexity Killer. Bon, qu'est-ce que je pense de GPT Search? Moi, GPT Search, je pense que c'est rien d'autre qu'un GPT qui peut utiliser des fonctions et c'est pas une innovation pour moi. GPT Search, on sait déjà on sait déjà le faire, tu vois. Il y a des projets comme GPT Researcher, un projet open source qui je trouvais 10 fois mieux. Donc GPT Search. Voilà, il y a beaucoup je vois un peu tout sur le sujet, comme quoi, voilà, ça va être le grand remplacement de Google, etc. Bon, je trouve ça reste intéressant, le côté pouvoir trouver des informations et que maintenant il te donne au moins un minimum les sources sur lesquelles il s'est basé pour pouvoir te donner ses réponses. Mais je trouve que en l'état, c'est encore assez imparfait. Dans le sens où, certes, il cite ses sources, mais est-ce que c'est les bonnes sources, tu vois? Au moins, quand toi, tu fais ton search, tu ouvres plusieurs onglets, tu es capable de faire ton propre benchmark et ton propre autocritique. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit « Ah ouais, bon, bah, c'est finito pour Perplexity », qui est, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, assez similaire à GPT Search. On peut mettre une requête en langage naturel et on va pouvoir requêter Google et extraire des résultats. Bon, je pense pas que Perplexity tombera parce que cette fonctionnalité est là. Je pense que le futur des combats seront vraiment plutôt dans l'UX, dans l'expérience utilisateur. Donc, franchement, pour moi, rien de nouveau sous le soleil parce que j'ai l'impression que c'est déjà des sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé avec des agents GPT-4 connectés avec des outils. Ouais, techniquement, c'est ChatGPT qui est connecté, alors même pas à Google, qui est connecté à Bing et qui va faire ses recherches sur Bing. Ouais, ça, C'est assez basique. C'est ça. Par contre, là où moi je vois quand même il y a un signal qui m'intéresse, c'est Ouais. tu parlais des revenus de Google Ouais. qui sont quasiment massivement ceux de l'Ads. Ouais. De l'autre côté, on a OpenAI qui ont un vrai sujet de revenus, de génération de revenus. 5 milliards de pertes. 5 milliards de pertes, ouais, c'est ça. Il y a un vrai sujet, il faut qu'ils aillent chercher du revenu. Ouais, et des use cases. Ouais, ça, on est là pour ça. On va essayer de leur en donner quelques-uns. Mais tu vois, Google, technologie first,
et à la Ouais. fin, leur revenu, c'est l'ADS. Moi, Ouais. je peux pas m'empêcher de voir un parallèle et de me dire que OpenAI, ils vont essayer d'aller chercher des revenus publicitaires et que GPT Search, c'est surtout un moyen d'aller générer des revenus publicitaires. Et Ouais. je vois pas comment, dans 6-12 mois, il y aura pas de publicité sur GPT Search. Tu vois. C'est un bon sujet. Franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que je me dis que peut-être qu'en fait OpenAI veut tout simplement outiller les autres boîtes qui pourraient proposer ça. Donc à voir s'ils vont le faire eux-mêmes. Je pense qu'ils doivent essayer de, malgré tout ça, de quand même faire attention de pas trop marcher sur les plates-bandes de aussi toute leur clientèle. Donc on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'un géant de la tech comme ça pousse des innovations, comme GPT Search qu'on évoquait, bah forcément, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a, ouais, il y a pas mal de victimes, Ouais, de petites boîtes, de startups aussi qui faisaient leur avantage différentiel sur une micro-feature. Donc, ouais. à voir, c'est plus cette dialectique entre géant de la tech et on va dire monde indépendant slash open source qui est assez intéressant à observer aujourd'hui. À chaque nouvelle feature depuis 2 ans, OpenAI tue 100 ou 500 startups, quoi. Ouais, Donc c'est hyper compliqué d'innover autour parce que quand tu cherches des features consumer, enfin ouais. pour les utilisateurs finaux, en fait tous les 3 mois il y en a une nouvelle. C'est hyper compliqué de créer de l'innovation par défaut, quoi. Ouais, mais en même temps, du coup, ce qui est bien, c'est que depuis quasiment systématiquement 2 ou 3 ans, dès que des innovations majeures sortent, bah, on a En l'équivalent open en open source, ouais, source. c'est vrai. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que certes, les GAFA, etc., ont le compute, donc la puissance de calcul qui permet de faire fonctionner tout ça. Peut-être qu'on parlera aussi de ces enjeux d'énergie, etc. Mais en tout cas, dans l'open source, il y a beaucoup de ressources et c'est ça qui est assez intéressant, Hmm. c'est de se rendre compte que bah, aujourd'hui, quelques ingénieurs extrêmement motivés et passionnés peuvent aussi jouer à armes égales Hmm. sur certains sujets avec les mondes des GAFA qui, eux, ont besoin de use case et de gens créatifs en retour pour pouvoir aussi alimenter tout ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, Moi, l'open source, j'aimerais bien avoir ton avis parce que ouais, il y a déjà, c'est assez génial de pouvoir se dire qu'aujourd'hui la technologie, elle est potentiellement open source et qu'en fait les gens se rendent pas compte aussi que l'enjeu il est pas que sur le modèle parce que il y en a beaucoup qui sont disponibles. Il est sur le cas d'usage, mais aussi ouais, l'infrastructure. ouais, Nous, quand on teste des projets, tu vois, on va vouloir tester des modèles open source et des modèles ouais, closed source. Le truc qui est compliqué pour l'open source, c'est que souvent tes coûts ils vont exploser. Parce que si tu dois. Justement, je veux voir ton avis, parce que mhm, nous, ce qu'on voit, c'est que si on veut mettre un modèle Llama open source, ouais. en fait, comme il faut rajouter la partie hébergement des données, etc., souvent ça explose. Toi, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'open source et comment tu vois un peu Ouais. ce sujet-là? Ouais. Alors, moi, mon rapport à l'open source, il est assez particulier parce que sans l'open source, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Déjà, ma première boîte, donc c'est la studio, euh, était spécialisée donc dans la génération d'images, donc ce qu'on appelle les modèles à diffusion. Et à l'époque, le modèle à diffusion de malade mental qui est sorti, c'est Stable Diffusion. Et on était des tout premiers, je pense, en Europe à réimplémenter complètement ce code open source, le refactorer, Hmm. l'optimiser, pour pouvoir ensuite le proposer sous forme d'API à nos clients, puisqu'on a travaillé sur cette base et on l'a amélioré. Et toi, tu as beaucoup de startups qui ont utilisé ton code, en tout cas ta techno, pour créer C'est ça, c'est des. ça, c'est ça. Parmi les use cases, on avait une boîte aux Pays-Bas qui permettait de faire des impressions personnalisées dans la thématique do it Hmm. yourself, etc. On avait une boîte aux États-Unis qui faisait des text to email startup qui voulait proposer à sa clientèle de sur leur site à la volée de créer une image et de la Ouais, ouais. transformer en NFT. Je suis pas trop du monde de la blockchain. Effectivement, on a eu pas mal de use cases et le point de départ, c'est que bah, on était impliqué dans l'open source puisque un de mes associés était assez proche du sujet diffusion et très proche de Lion, Large
Artificial Intelligence Open Network, qui est basé en Allemagne et qui a notamment permis de sourcer tout le dataset de Stable Diffusion. Cette première boîte existe aussi parce qu'il y a de l'open source et de manière voilà, plus récente. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois qu'on évoque, mais il y a à peu près un mois de ça, avec un ami ingénieur que j'ai rencontré justement en hackathon Mistral. Tu l'as rencontré le hackathon on s'est vu. Exactement. Donc en juin dernier, je fais un hackathon de Mistral et qui fait des modèles en France. On a décidé de commencer à travailler ensemble, de s'associer ensemble, et donc il y a un mois, on a sorti un benchmark, une méthode pour évaluer en fait les modèles de langue, dans la langue française spécifiquement. Et ça, c'est une initiative qui est complètement open source. Donc, juste sur là, je me souviens, j'étais venu te voir un peu, tu m'avais un peu pitché ce que vous faisiez, ouais. et je me suis dit, ok, ce mec, il est vraiment passionné. Parce que tu étais en train de geeker le truc, tu me montrais tous les modèles, et je me suis dit, ok, ce mec, il est en train de kiffer. On ouvre le capot et c'est génial de se dire qu'en fait, c'est des événements comme ça qui t'ont permis de rencontrer ensuite ton associé. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se tapent une déterre d'un week-end entier. Samedi, dimanche, de te faire. Anniversaire la veille, j'avais dormi 3 heures. Je voulais absolument le faire, ce hackathon. Et ouais, c'était cool. Hein. Moi, je m'étais bien reposé pour le faire, justement en mode. Je vois les hackathons comme voilà, j'ai des parents qui sont dans la course à pied, dans le fond. Donc moi, je vois ces hackathons comme voilà un espèce de marathon. Il faut bien se préparer, etc. Donc effectivement, c'était sur ce sujet-là. Quand je disais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, il n'y a pas non plus, je pense, beaucoup de gens qui veulent se chauffer tout un week-end à faire du code de 8h à minuit non-stop, sachant que tu travailles déjà toute la semaine, tu fais déjà que ça. Donc je pense que c'est des chances provoquées et je pense que ça serait malhonnête de dire que j'étais complètement désintéressé en allant faire ces trucs-là. Dans ma tête, quelque part, j'avais cet esprit de je retrouverai forcément des gens qui sont aussi passionnés et déterminés que moi. Et donc, pour la petite histoire, donc on fait ce hackathon, donc ça doit être en mai, je crois. Et à la fin de l'été, Mohamed, qui est donc mon associé sur ce projet open source, mais il me dit hey, do you want to do something with French LLM? Et moi, je dis sure, why not? Et là est parti des grosses sessions de travail et de réflexion pour mettre en place ce qui n'existait tout simplement pas, à savoir une méthode très rigoriste pour évaluer les capacités cognitives, d'expression, de raisonnement, des modèles de langue dans la langue française. C'est assez fou quand tu penses à tout ça parce que si vraiment j'avais voulu provoquer et chercher à avoir ça, ça n'aurait pas marché. Je suis parti dans l'optique de peut-être étoffer un peu mes skills et aussi peut-être un peu déçu que Google m'ait dit que ça serait dur de faire autre chose que du sales. En allant là-bas, j'ai retrouvé des personnes et mes cofondateurs à l'époque de Celas et on s'est lancé dans ce domaine des modèles à diffusion et de l'IA générative pour l'image. Et en faisant des events comme ça, des hackathons un petit peu voilà pour le plaisir, tu rencontres aussi des gens qui t'amènent sur des sujets auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Et ça me fait toujours penser à cette citation. Je crois que les grands artistes s'inspirent des autres et que les très grands artistes volent. Tout le monde comprend la chose pas de la bonne manière. Tout le monde comprend en mode ah oui, tu voles la propriété de l'autre, ses idées, etc. Mais en fait, quand il veut dire ça, c'est tout simplement de s'inspirer et de se nourrir de tous les gens que tu as autour de toi pour créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est ça que j'aime bien, en tout cas dans cet écosystème de la tech française à l'heure actuelle, quoi. Et le concept de l'épigénétique, c'est le produit de ton environnement et trouver des gens qui sont passionnés par le même sujet que toi, tu te crées des opportunités. Moi, je pense que c'est comme ça aussi. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. On parlait d'Iliès la dernière fois. Mais tiens, ça on peut. Ouais, Iliès, on t'embrasse, on va te faire venir ici bientôt. Il y a un autre sujet par rapport à ça. Je pense que tu as fait cet exercice de rencontrer des gens assez tôt, parce que le hackathon Mistral, c'était en mai, mais ça fait déjà peut-être 2-3 ans que toi, tu as commencé à te faire des copains. Moi, je me souviens bien quand je quitte mon job et que je veux creuser à fond le sujet, il n'y a pas encore d'influenceurs LinkedIn sur le sujet. Aujourd'hui, il y en a à peu près 4500. Il y a
En vrai, il y a un groupe de 3 irréductibles. Mm. Toi, Ilyes et Nicolas. Ouais, Vous avez vos visages sur un petit ouais, peu en mode super-héros et vous ouais, commencez un petit peu à faire de l'éducation sur l'IA. c'est Je vrai. sais pas si vous êtes les premiers. Moi, vous êtes les premiers que j'ai vus. Et pour revenir sur ce que tu disais de se créer des opportunités, tu vois, moi, à ce moment-là, je fais plein de salons. J'essaie de m'intéresser au sujet. Ouais, Et c'est comme ça que lors d'un salon, je croise Ilyes qui est en train de manger. Et ouais. je viens le voir. Je suis, mec, c'est toi, Ilyes, de la revue de l'IA. Faut qu'on discute. Ah, mais c'est Et, toi, tu ouais. ressembles pas à ça sur ta photo de profil. Donc ouais, c'est hyper important en fait. Et puis Ouais, cet écosystème-là, en plus, il était encore assez petit il y a quelques ouais, mois, années. Donc il est encore petit. pour toi, parce que toi, tu commences à avoir pas mal de vision. Là, on peut grossir. Il a grossi, Pour revenir là-dessus, donc ouais. Ouais. on est quoi en 2021, 2022, 2022 peut-être? Alors, donc l'historique, c'est que donc je commence à faire du code un peu dans mon coin en 2020, 2021, je fais le wagon, fin 2021, à l'époque, l'IA générative n'existe pas du tout, mais commence à travailler sur les GAN, Ouais, qui est une techno qui permettait de générer des images, etc. Donc, on incorpore la boîte fin 2021. Je crois que pour la petite anecdote, on crée notre boîte 1 ou 2 mois après Midjourney, un truc comme ça. Enfin, ah ouais, ouais. Et c'est énorme. donc ça, c'est donc le début de Célas. Voilà, c'est fin 2021, 2022. Et effectivement, moi, j'adore l'éducation. Enfin, j'étais prof. J'étais prof enfin, prof assistant au wagon en machine learning. J'ai toujours donné des cours, etc. Et donc, ouais, ça doit être en 2023, avant l'été 2023. Moi, j'avais rencontré Ilyes avec qui on s'entendait bien, puisqu'il faisait la revue IA et que moi, à l'époque, j'écrivais pas mal d'articles, notamment sur Langchain, d'où mon surnom à l'époque de ces 3 super-héros qui étaient Langman. Et donc, on se rencontre et Nico, pareil, rencontre aussi un petit peu fortuite. Je vais, voilà, Meetup, IA générative. Ouais, je crois que je suis invité à parler de ce qu'on fait à l'époque. Et donc, j'y vais. Tu rencontres aussi des gens qui avaient cet amour Hmm. de transmettre et le côté un peu ébahi par tout ça. Et donc, ouais, on doit être, c'est Passeporia, on le crée donc en 2023 mais dans une optique qui est vraiment de démocratiser pour tout le monde. On n'essaye pas d'adresser un T'es pas personnage sur un business plan, spécifique c'est ou juste. etc. On faisait format capsule vidéo, parler un peu du prompt engineering, des C'est encore enjeux. live, Passeporia? Comment? C'est encore live? Non, plus en l'état. Depuis, moi, j'ai eu pas mal de choses aussi sur lesquelles je me suis mis. On s'est entraidé au début, et puis après, la vie fait que tu vas aussi sur d'autres choses. Ça veut pas dire que j'ai arrêté la formation, mais en tout cas, c'est vrai que c'est à ce moment-là. C'est vrai que tu as raison, je crois qu'il n'y a pas vraiment Pas grand monde. ça reste encore tout récent parce qu'au final, si on se rend bien compte, le truc déclencheur, c'est. J'aimerais te dire que oui, j'aimerais bien que les gens en 2022 te disent, soit connaissent déjà Stable Diffusion, etc. Mais c'est pas le cas, ça reste un truc vraiment très micro niche. Ouais. Par contre, décembre 2022, quand ChatGPT sort, bah voilà, tu connais les stats, hein, 1 million d'users en 5 jours, 100 millions en 2 mois, etc. Et donc, bah, c'est vrai que avril, mai 2023, donc 4-5 mois après, bah, il y avait personne encore de structuré sur le sujet. Et nous, on avait à cœur de proposer quelque chose. Donc, ça m'a pas, cette envie de transmettre m'a pas quitté. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de remonter une boîte pour faire justement de la formation, de la culturation, de la spécialisation, tu appelles ça comme tu veux, auprès de boîtes qui se disent juste, bon, bah, là clairement, les choses ne vont pas Hmm. rester comme elles le sont, et on ne sait pas par où s'y prendre, et est-ce que ça serait possible d'être un peu briefé? Toi, Donc, ta profil-là, de toute façon, ancien sales, tu vas faire des bootcamps, tu as d'avoir envie de comprendre et de creuser. Et une fois que tu as creusé, dire, si vous voulez, je vous explique. Et en ouais, c'est fait, ça. d'aider les gens à rentrer sur le sujet. C'est ça. Et je pense que ça fait partie aussi peut-être de mes valeurs. Bien sûr, il y a la passion, mais il y a aussi ce sentiment que cette tech est transformative et que elle améliore la vie des gens pour le mieux. C'est ce que je pense.
Bien sûr, il y a des cas de mauvaise utilisation, mais à mon petit niveau personnel, dès que j'avais l'impression de parler un peu de cette tech, que ça soit les trucs qui permettent de générer des images ou du texte comme ChatGPT, et ne serait-ce qu'à un niveau familial, je veux Mm. voir en fait ah ouais, vraiment ça me fait gagner 80% de temps, quoi. Et Mm. donc voilà, j'avais envie que d'autres gens puissent aussi un peu expérimenter ce sentiment de renouveau, parce que nous, on est la génération des enfants Internet, qui étaient trop jeunes pour vraiment se rendre compte du changement de paradigme, parce que pour nous, c'était, ah bah oui, bah on se connecte à Ouais. la ADSL, au routeur, on a le petit bruit, et Mais après nous, on se quand même, on est cette connecte. génération où on était au lycée avant Facebook. Je me Ouais, souviens, c'est arrivé, on devait être en c'est seconde ça, première. ça, Nous, on a quand même vu cette scission. ouais. Mais ouais, t'as raison. Et là, hein, avec le plus grand, le recul, et là, c'est quand même, enfin, voilà, il y a quelque chose qui, et je pense que c'est pas de la surenchère que de dire que l'invention des transformers est aussi radicale peut-être que l'invention de l'imprimerie, comme le dit souvent Yann Lequin, qui est un de mes grands modèles, ou comme l'invention de l'électricité par Thomas Edison, je crois. Donc, En tout cas, je te ouais, rejoins sur le côté efficacité quand on parle aux gens. Moi, je sais que quand je découvre cette technologie, je veux pas forcément faire du conseil, je veux pas forcément faire mm, la formation. Et quand je commence à faire des formations, je vois que ça génère de la valeur. En ouais. fait, quand tu expliques comment ça fonctionne, tu prends des cas d'usage, tu le mets en face de l'IA, les personnes, ils sortent de là, ils ont gagné 5, 10 heures sur la semaine. Là, tu dis, ouais, ok, donc en fait, il se passe quelque chose. En fait, tu peux pas. Mm. Et quand tu vois ensuite ta copine, puis ta maman, puis ton C'est cousin, ça. ok, les gens, ils sont dedans, tu dis, bon, bah, ok, ça, il y a un truc, quoi. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Vous aussi, vous avez capté. Ouais, c'est bon. Ok. Je dis à Qu'est- personne. Qu'est-ce que tu penses de l'écosystème AI français? Comment tu le vois, cet écosystème? Ouais. Alors, je vais te dire un truc qui va peut-être surprendre plein de gens, mais pour moi, d'un point de vue tech pur, je pense que Paris est au-dessus de San Francisco. Il l'a posé dans le podcast. Chez nous. Allez, là, je vais me faire. Ok, intérêt. Ok. Mais je te dis ça parce que plusieurs raisons. Déjà, je fais quand même pas mal de hackathons à Station F et ailleurs, donc je quand même vois pas mal, peut être en contact avec d'autres devs qui eux font des hackathons au niveau monde. Et donc mon associé Mohamed, lui typiquement me disait, et qui est, c'est quoi, en août dernier, il a dû faire le hackathon qui était organisé par Stanford. Stanford Codex, un truc comme ça, bah, du coup à Stanford, Ok. au Stanford Sensor Research, et plusieurs échos de gens qui me disent, bon, en gros, le niveau de capacité d'abstraction, de maturité un peu tech des projets IA qui sont présentés lors des hackathons à Paris sont bien au-dessus de ce qu'on peut trouver à C'est- San Francisco. C'était solide, le hackathon Mistral. Ouais, ouais, c'était Les projets vraiment. qui ont gagné, Il y c'était. avait 300 personnes, des devs un petit peu de partout. En parlant à des professionnels, des gens qui sont chez OpenAI, des gens qui sont chez Google, etc., qui se rendent compte, des Français qui sont notamment à San Francisco et avec qui je suis en contact. J'ai été vraiment le premier surpris quand on m'a dit ça. J'étais en mode, en fait, la raison est assez simple. C'est que San Francisco devient un très gros, je sais pas comment on dit en français, mais une echo chamber, donc chambre de résonance, Ouais. où tu as un peu ce sentiment de, voilà, tout le monde est exactement dans la même chose, et donc, bah, tout le monde a un peu l'impression qu'ils sont incroyables, etc. Mais c'est surtout qu'aux États-Unis, ils ont peut-être que le niveau, on va dire, sur l'IA pure, pas tech, hein, parce que je pense qu'il y a personne dans le monde entier que les Américains qui savent bien faire de la tech. Sur ce Ouais, point-là, c'est intéressant d'expliquer parce que ouais. quand tu dis tech, tu parles en gros des big tech sur les gros modèles. Alors oui, alors Ou je vais co- faire la distinction parce que tu peux très bien faire de la tech sans jamais faire d'IA. Hmm. Hein. Donc quand je dis les Américains sont très forts sur la tech, bah, c'est juste que si je te demande de me citer 5 entrepreneurs tech à succès aux US, bah, tu vas me sortir Elon Musk, Hmm. Zuckerberg, etc. Des gars qui ont compris qu'on pouvait créer via de l'ingénierie des systèmes vraiment Hmm. très efficaces. Hein. Alors que
En France, on a moins ça. Enfin, si je Ouais, me demande 50 ans c'est ça, d'athlètes en c'est France, que c'est plus compliqué. toi, t'es pas en train de dire qu'aujourd'hui en France, on a de quoi rivaliser avec Google, Microsoft en termes de capacité tech. Toi, tu dis que sur la partie IA, sur ce qu'on fait peut-être des modèles, là, par contre, c'est plus intéressant. Ouais, C'est c'est quoi ça. Je ton... pense qu'on aura, ça va être compliqué de rattraper le retard sur les États-Unis d'un point de vue structuration de comment on monte un business de tech. Hmm. Par contre, sur le domaine de l'IA, qui est l'IA, c'est rien d'autre que des maths. Hmm. Là, je pense que pour le coup, la France a une très belle carte à jouer. Hier, j'étais à la cérémonie d'inauguration des bureaux d'OpenAI en France. Et C'était bien? c'était bien. Et tu rencontres du coup plein d'ingés français qui sont justement un peu Ouais. dans ces doubles cultures France-États-Unis. Et en tout cas, l'écho que moi j'ai entendu qui à la base, moi ça m'a choqué quand on Ouais, m'a dit ouais, ça. ouais. Tu vois, dans ma tête, c'est ISF, c'est incroyable. Il y a tout là-bas. Ils ont inventé tout. C'est la Silicon Valley, etc. Mais voilà. Et comment tu l'expliques du coup Comment j'explique? Franchement, c'est assez simple. La France, c'est un pays qui s'est construit en mettant sur un piédestal l'élite mathématique. C'est pas trop surprenant. Quand on te demande c'est quoi les écoles d'élite, prestige en France, à tort ou à raison d'ailleurs, hein. Mais bon, généralement, on te sort hmm. quoi? On te sort l'X, donc Polytechnique. Polytechnique, c'est quoi? C'est une école créée par Napoléon qui faisait de l'artillerie, donc c'est full maths. Et l'X, c'est connu pour être que des maths. Hmm. On va parler de Minpon, etc. Donc, on a une culture des mathématiques en France qui est extrêmement ancrée. Je pense qu'on doit être un des pays avec le nombre de prix Nobel en maths assez hallucinant. Et on a une concentration absolument énorme de devs et d'ingés français qui sont un peu éparpillés aux quatre coins du monde, alors principalement du coup aux États-Unis. Et donc en fait, même si entre guillemets on n'a pas tant que ça de noms qui nous vient en tête comme Facebook, OpenAI, mais dans l'équivalent français, je pense que L'expertise. Chez les experts, il y a beaucoup de... exactement, c'est ça que je pense. Et donc je pense qu'on a une très belle carte à jouer, mais cette carte ne fonctionnera pas si on se focus uniquement à vouloir pousser les maths. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre les frontières un peu perméables entre les maths, la littérature, la culture, tous les domaines Hmm. tout le domaine des sciences, puisque l'IA aujourd'hui permet justement des avancées dans ces autres domaines. Je pense qu'on aura une carte à jouer probablement de ce côté. C'est ancré dans le narratif, on va dire, français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et notamment depuis De Gaulle, qui est indépendance, souveraineté. Donc je pense que la France va en tout cas essayer d'aller vers ces sujets de... Très bien, il faut qu'on bosse avec les GAFA parce que c'est difficile de faire autrement aujourd'hui, mais on va quand même essayer d'investir pour qu'on fasse émerger des nouvelles approches en France parce que on a tout ce qu'il faut. Et c'est quoi du coup l'écosystème c'est quoi les grands acteurs que tu vois et sur qui tu as peut-être envie de miser justement? Alors, difficile de prévoir le futur. Je n'ai pas de boule de Mais si, cristal. regarde devant Mais toi, juste là. écoute, comme ChatGPT peut faire des erreurs, je vais sûrement en faire. Mais Bon, tu sais, on le mettra en petit comme sur ChatGPT, tu sais, on le mettra devant toi en petit. je dirais que, alors, moi, les boîtes qui m'inspirent, la première c'est Hugging Face Forcément. parce que voilà, je trouve que ce qu'on fait Clem, Tu les connais un Thomas. peu les gens de Hugging Face? Parce que Alors, c'est les connaît, toujours- en fait, on se connaît peut-être par message Ouais. interposé sur Hugging Face quand on push du code, mais pas plus que ça. Mais c'est des gens que je suis, dont la trajectoire m'intéresse, qui je trouve ont essayé d'apporter un peu cette particularité, de faire les choses un peu différemment. Pour ceux qui savent pas, tu peux expliquer en deux. J'ai cherché beaucoup de façons de le décrire, mais pour ceux qui ne sont vraiment connaissent pas du tout, moi je me suis dit c'est un méga Google Drive pour mettre des modèles. Voilà. Donc c'est un Google Drive de modèles. Tu viens, tu peux, voilà, il y a des modèles que tu peux utiliser si tu as accès dans le Google Drive. Donc voilà, c'est un
un répertoire Ouais, de tout type de modèles bibliothèque d'IA, de de modèles machine open learning. source. Voilà, tu vas trouver des modèles qui vont te permettre de faire du texte, d'autres qui vont te permettre de faire des images, du Hmm. code. Nous, en l'occurrence, sur Hugging Face, avec donc le Leadboard, qui est mon initiative open source, bah voilà, on a hosté sur Hugging Face toutes nos expérimentations, nos résultats. C'est euh, C'est aussi beaucoup de données, en fait, qu'on c'est peut utiliser. c'est du poulet du push, c'est-à-dire que toi, tu as pu t'en servir peut-être pour trouver des modèles qui peuvent t'intéresser, mais tu l'as aussi utilisé pour héberger ton modèle dans une Exactement. logique pure d'avoir un endroit pour le poser ou dans une logique de le mettre à disposition. Nous, dans une logique de le mettre à disposition. Ok. Donc voilà, ça c'est un exemple qui est proche de mon cœur, mais il y a plusieurs boîtes que je pourrais mentionner. Hier, j'ai parlé notamment rapidement à Stanislas Paulu, qui était C'est de justement un ancien de chez OpenAI. OpenAI. Ouais. Moi, je dis OpenAI parce que avec Dust, fait des choses vraiment intéressantes de connecter on va dire toute la stack de l'entreprise, donc je sais pas, le Notion, le Drive, Ouais. le Slack, avec ses capacités d'IA générative intégrées. Et Mm. c'est là où je vois la valeur en fait. C'est pas la tech en elle-même, c'est l'intégration de la tech Mm. dans l'existant. On en parlait sur le premier épisode avec Lucas, mon associé. Moi, je pense qu'on vit vraiment dans un monde d'API. Donc, il prend le modèle GPT et peut-être tous les autres modèles et dit, Ouais. OK, on va les connecter par API à l'entreprise et en fait, on va l'intégrer dans l'entreprise plus facilement. C'est ça. Donc, il touche par là même cette notion d'agent qui est absolument clé. Enfin, si tu n'as pas entendu parler d'agent, je ne sais pas ce que tu as fait Nous, c'est récemment. comme ça qu'on définit les agents. Ouais. Pour moi, un agent, c'est un modèle AI connecté par API à d'autres outils qui permettent de réaliser des actions, qui permet de se connecter à des interfaces pour faire des choses. C'est ça. Moi, j'appelle ça une fonction, mais effectivement, c'est ça. Surtout que déjà, il n'y a aucun expert quasiment qui est d'accord sur la définition de ce que c'est Chacun a sa petite définition. être un agent, mais je te rejoins à 100%. Aujourd'hui, les LLM en soi, ils ont des compétences. Ils n'ont pas forcément tout le set de connaissances. Et donc, le fait de pouvoir les augmenter en leur disant, ok, t'es nul en maths, c'est pas grave, on va te donner par API la capacité de pouvoir solliciter une calculette. Et voilà. Je pense qu'effectivement, le business d'API, c'est quelque chose qui va prendre une ampleur de plus en plus grande. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai découvert récemment Apify. Pour moi, c'est des heures à consulter le catalogue et avoir des idées de use case en permanence. Versus un Make ou un N8N, tu le places comment? Make et N8N, je sais même pas comment on le prononce, qui sont des outils, Ouais. on va dire, d'orchestration, de workflow et d'automatisation qui te permettent de créer les workflows. Dans Apify, en fait, tu as déjà des gens qui sont un peu cassés la tête Ok. à créer des façons d'interagir avec des API spécifiques qui font que c'est pas vraiment la même chose. Par contre, je crois que dans Make ou Zapier, si je dis pas de bêtises, il doit pouvoir avoir des modules où tu dois pouvoir avoir Apify directement. Et donc, mais effectivement, je pense que la majorité des business models qui vont bien marcher dans les années à venir, il y aura forcément une composante API. Ok, ouais. Nous, c'est notre gros focus du moment. On est en train de passer toutes les certifs sur les mecs et N8N. C'est hyper Ouais. intéressant. Parce qu'en fait, Ouais. il y a aussi une logique un peu de. Les développeurs, finalement, ils commencent à faire du no-code. Tu vois, nous, on a un développeur qui a créé Ouais. un bot sur WhatsApp. Ça reste le développeur, ça reste celui qui trouve les solutions. Mais en soi, il a quasiment fait de code. Je trouve ça assez Pourquoi fascinant. t'embêter à faire du Python quand tu peux, en quelques mouvements ou quelques heures, faire 80 ou 90% de satisfaction sur ton use case parce que tu as utilisé. Enfin, voilà. Il faut être malin. Il Ouais. faut pas Mais tu toujours vois, ça- réinventer la roue. Ça aussi, redéfinit quoi. un peu les rôles. Et moi, Ouais. ce que j'adore chez ce développeur avec qui on travaille, c'est que quand il s'est présenté, il a dit salut, moi, mon métier, c'est trouver des solutions. Et tu sais, quand tu as C'est compris vrai. que le métier de développeur, c'est ça, et c'est pas mettre la virgule au bon endroit, même Ouais. si à la base, tu es obligé de le faire pour trouver des solutions, mais qu'en fait, si maintenant tu peux trouver des solutions différemment, tu le feras. Ouais, En fait, tu as de longues tout à fait. années devant toi, quoi. Tout à fait. Dernier point sur l'écosystème français AI, est-ce que tu as deux, trois autres. J'imagine que tu as plein de boîtes dont tu veux mentionner. Alors, forcément, j'ai envie de parler à la fois d'entrepreneurs, mais qui sont aussi maintenant des potes.
moi, voilà, il y a des entrepreneurs dans l'IA générative en France voilà, qui m'inspirent au quotidien. Alors, le premier pour la petite anecdote, qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans l'IA, s'appelle Valentin Schmitt Ok. et Marion Carré, qui sont les deux Ah ouais. fondateurs de Ask Mona. Et pour la petite anecdote, en 2019, je suis à la bibliothèque Sainte-Geneviève. J'arrive à la bibliothèque Sainte-Geneviève, 20, et je cherche dans le moteur de recherche de la bibliothèque, je tape les mots-clés IA et je crois culture, un truc comme ça. Parce que déjà à la base, faire le pont entre la tech et la culture, ça a toujours été quelque chose qui, je pense. Et donc, à l'époque, je fais ma petite recherche à la Bibli, je tombe sur un bouquin, Marion Carré, Valentin Schmitt, l'intelligence artificielle ou l'art de parler avec un robot. Enfin, je sais plus exactement le titre, mais je prends le bouquin, je lis le bouquin, je dis, waouh, c'est vrai, il a trop raison. Enfin, ça me donne encore plus envie d'aller à fond là-dedans. Et Asmona, bah, aujourd'hui, c'est une boîte dont on entend beaucoup parler, qui essaye aussi de casser un peu les codes. Donc ça, c'est très inspirant pour moi. Je penserais aussi à Argile. Je sais pas si c'est une startup que tu connais, mais Si, bah, je les ai vus à des meet-up avec toi, justement. ouais, donc Argile qui sont spécialisés dans la génération d'avatars. Ils font un modèle fondationnel d'avatar IA, c'est quand même assez fou. Ils viennent de rentrer de Y Ouais. Combinator où Ah, j'ai suivi ils un ont peu eu sur LinkedIn. je pense voilà, plein de nouvelles idées, plein de nouvelles connexions, etc. Ils sont revenus en France et il y a une semaine ou 10 jours de ça, je suis allé à l'inauguration de leur nouveau bureau qui est donc le Studio 53, pas confondre avec Le studio dans celui à New lequel on York. est ici, ouais. Donc ils ont pris des locaux très sympas dans le cœur de Paris. Et donc mes amis de Argile font donc des avatars IA. Ils ont une autre boîte qui est présente avec eux dans les mêmes locaux, qui est Phospho, Super Phosphore. voilà, j'adore aussi le mindset Ouais, ils sont top. des gars de Phospho. C'est aussi des gens avec qui j'ai pu un peu bosser lors de mes activités avec Brut. Une autre startup que je connais qui s'appelle Quantum Squadra, un truc comme ça, je n'aurai plus exactement la référence en tête, mais qui eux essayent de faire en gros un Eleven Labs à la française, donc l'audio. Donc je trouve ça assez génial que dans notre écosystème très proche, déjà pas mal de gens qui ont fait en fait Y Combinator et qui peuvent déjà eux-mêmes partager Un peu ruisselé, cet état voilà, d'esprit aux en autres France. Ouais. entrepreneurs français qui n'ont peut-être pas la chance ou la capacité de pouvoir le faire. Donc, il y a honnêtement des très belles choses. Station F, je travaille plus de chez moi avec mes 3 écrans. Mais je pense que donc hier à la soirée d'inauguration d'OpenAI, il y avait donc Roxane qui est je crois, la boss Qui est la boss de Station F. ouais, je crois, Ouais. quelque chose comme ça, qui disait que dans je crois que c'est le Next 40, donc les prochaines, enfin le top 40 des prochaines, enfin des pépites qui sont voilà, chez Station F, je crois qu'il y en a 80%, c'est lié à l'IA. Ouais, c'est fou. Donc non, je pense que c'est génial. On est encore au tout début. Même si il y a des gens qui ont l'impression que voilà que la vague est déjà passée, que c'est trop tard, etc. On est vraiment, enfin je te dis, pour moi on est encore l'an zéro Punaise, tu me de l'ôtes de la l'IA, bouche. quoi. C'est un truc que je répète souvent. Et pour plein de raisons, parce que déjà, c'est pas encore parfait du tout. Ouais, Donc, faut aussi rester hyper alors humble et aussi hyper alerte, parce que tu vois, quand tu l'utilises, ça fait plein d'erreurs. ouais. Et c'est que le début, le temps que ça stabilise, il va y avoir encore beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveaux entrants. C'est ça. Je crois que la meilleure définition, en tout cas, de l'IA générative sur l'aspect texte, je pense que c'est Sam Altman qui en a parlé, donc le grand gourou de ChatGPT, et lui disait que en fait, ces modèles comme ChatGPT en fait sont plus des moteurs de raisonnement, plus que des moteurs de recherche Mm. ou des bases de données. Donc, c'est comment nous on va appréhender de parler avec ce qui va peut-être, pour le moment c'est pas du tout le cas, mais ce qui deviendra peut-être euh,
l'espèce ou la chose, je ne sais pas comment le dire, la plus intelligente sur Terre, et l'homme sera donc la deuxième. Toi, tu y crois à ça, à l'AGI, à une IA super Alors, intelligente? moi, je crois à ce que je vois, donc je ne crois pas du tout au fait que on soit très proche de l'AGI ou quoi que ce soit. D'ailleurs, les dernières études qui viennent de sortir, je crois, il y a quelques jours, où tu as Ilya Sutskever qui est un des, on Ah, le va dire un fondateur des anciens d'OpenAI. hommes de main de Sam Altman, mais surtout le génie derrière ChatGPT qui est parti. Et T'as vu que j'ai appris récemment qu'en fait, Ilyas Sutskever, c'était un des étudiants du prix Nobel qui a été nommé prix Nobel ouais, dernièrement, qui ouais, a inventé le deep learning. ouais. C'est ça. Donc, et sur ce point-là, donc, on se rend compte que en voulant peut-être passer sur des nouveaux modèles avec plus de milliards de paramètres qui sont encore plus gros, plus énormes, ils sont en train de se rendre compte quand même qu'on atteint une espèce de plateau. Hmm. Et donc, voilà, pour moi, les GI, voilà, voilà, c'est marketing, etc. Ouais, c'est ça. Il faudrait en fait déjà, il faudrait pouvoir poser le diagnostic de ce qu'est l'intelligence, jusqu'à preuve du contraire. Euh, pour moi, c'est tout sauf de l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est ce qui est un peu propre à l'humain. C'est capable de créer des connexions qui sont peut-être invisibles. C'est la capacité d'autonomie. C'est moi qui ai une idée, c'est moi qui Hmm. la propose, etc. Donc, système d'IA aujourd'hui, comme ChatGPT, ils prédisent les mots qui ont la plus haute probabilité d'arriver dans une phrase. Est-ce que c'est de l'intelligence? Tu peux prédire quel est le truc qui a le plus de chances d'arriver. Ça ne veut pas dire que c'est de l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est de pouvoir se dire à 1 contre 100, il y a 99% qui dit que c'est pas ça qu'il faut faire. Et ben, le propre de l'humain, c'est de se dire, ouais, mais c'est sur ce 1% là que je pense qu'il faut aller et qu'il faut qu'on fasse des choses. Donc, voilà, AGI à voir. Je pense que, voilà, si tu veux mon avis pour ce que ça vaut, je pense que ça sera pas de notre vivant. Ça sera sûrement pas de la génération de nos enfants. Ça ira peut-être, mais il faudra bien définir ce que c'est et il faudra peut-être avant tout qu'on nous explique peut-être un peu mieux comment fonctionne le cerveau humain. Ouais. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il y a une. Je suis pas un expert de neurobiologie, mais il me semblait que on ne connaissait que 10 ou 20% vraiment de comment fonctionne notre cerveau. Donc, bon, ce qui est sûr, c'est que on va avoir affaire à des systèmes qui auront autant de connaissances, de capacités à répondre sur des sujets très précis que des experts, que le top 10% des experts mondiaux sur certains sujets. On n'y est pas encore. J'ai envie de te dire que la meilleure analogie que j'ai aujourd'hui, c'est que je vois les LLM un peu comme des enfants. Donc, la date de naissance, on va dire, c'est 2017 et 2018, Attention is all you need, mais le temps de maturation, c'est vraiment 2022 avec ChatGPT. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, ils sont à un niveau, ils sont entre guillemets, qui ont de plus en plus de compétences et de connaissances. Mais pour moi, ça reste un Hmm. simili Bien sûr. d'intelligence. Voilà, c'est mon avis personnel sur la question. C'est marrant parce que moi je dis souvent quand je suis avec des clients en formation, ChatGPT c'est votre assistant de 6 ans. Alors attention, c'est Ouais. mais là du coup toi tu dis qu'il a 7 ans donc on est un peu sur les mêmes phases Bah, en tout et cas, voilà, qu'on a ce sentiment même de manière concrète. Je veux dire, il y a encore 3-4 ans en arrière, c'est des benchmarks d'évaluation de ces modèles sur les maths, ils étaient nuls. Bah, maintenant, en fait, on leur a un peu mieux appris, ils sont un peu meilleurs. Et donc, voilà. Et il y a un peu ce sentiment même de la façon intrinsèque de comment ça fonctionne, un modèle, tu vois, de manière très schématique, un chat GPT, tu lui fais voir une masse incommensurable d'informations, donc tout Wikipédia, tout Internet. Et donc, il a lu des choses, mais il sait pas vraiment comment les utiliser. Donc, une fois qu'il a lu des choses, il y a une deuxième phase dans l'entraînement du modèle qui est, bon, maintenant, on va te montrer comment tu es censé répondre. Donc, si jamais quelqu'un te posait une question, bah, tu es censé répondre comme ça. On va essayer vraiment de lui instruire, vraiment en lui montrant des exemples de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, je pense que oui, c'est une affaire aussi de quelques années où on aura donc ça sera peut-être pas ChatGPT, ça sera peut-être d'autres trucs hmm. qui auront des niveaux d'experts dans des domaines
tu peux avoir des connaissances d'expert, mais ça ne veut pas dire que tu seras forcément un expert, parce que le principe d'un expert, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions quand il le faut et justement s'arrêter quand il ne le faut pas. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que de manière même très pragmatique, on parle beaucoup de LLM qui peuvent utiliser donc des outils. Il y a des sujets complexes de, ok, bah en fait, quand il a plusieurs outils à sa disposition pour une tâche, en fait, pourquoi il prend celui-là qu'un autre? Et on touche à, pour moi, le cœur du problème du deep learning, qui est l'explicabilité, qui est qu'en fait, plus on avance dans le temps et plus on a des supramodèles très complexes avec des milliards de paramètres, plus on est incapable de vraiment comprendre C'est ça qui est fou. pourquoi cette décision a été prise plus qu'une autre. Et c'est ça qui est un petit peu, compliqué et perturbant. Donc, c'est pour ça, les notions d'intelligence, franchement, on aurait dû appeler ça de l'assistance artificielle. Et tu as raison, en fait, c'est vraiment ça aujourd'hui, parce que, encore une fois, je pense que l'humain est une création assez exceptionnelle, et que de manière très stricto sensu, c'est déjà des choses qu'on disait je me souviens, il y a au moins plus, il y a 1 an et demi, 2 ans, déjà à l'époque des débuts de la formation avec Passeport IA, mais on disait déjà, un enfant de 2 ans et demi, tu l'amènes voir un safari, il voit une girafe dans sa vie, tu lui en montres deux limite dans le safari, il sait pour le restant de ses jours ce que c'est une girafe. Si tu voudrais entraîner un LLM ou un modèle d'IA, peu importe, à faire de la reconnaissance de ce que c'est une girafe, bah, il faut que tu collectes des milliers et des milliers d'images de girafes, que tu entraînes tout ça, ça prend du temps, ça consomme masse d'énergie, c'est vraiment violent, alors que dans le cerveau d'un enfant, il y a 2 neurones qui sont connectés, et en termes d'énergie dépensée pour ça, c'est ridiculement faible. Et donc, d'où le sujet qui est pour moi un peu occulté aujourd'hui, qui est l'efficience, la capacité en fait à ces modèles à pouvoir utiliser, consommer moins d'énergie, moins d'eau. Donc, je pense que le futur de la recherche à l'heure actuelle, il va être dans l'efficience énergétique, et non pas dans la création de méga modèles comme entre guillemets les Américains s'entêtent un peu à le faire, mais dans une prolifération de mini modèles qui pourraient tout à fait tourner à terme sur des téléphones portables sans besoin de consommer Internet. Je suis quand même assez optimiste là-dessus, mais je rêverais d'avoir de nouveau 20 ans et pouvoir faire un PhD là-dessus, quoi. C'est clair. Il y a eu une étude récemment où ils ont été capables de réduire la consommation d'énergie de 90% en changeant les multiplications par des additions dans le modèle. Donc il y a des trucs qui commencent, mais c'est vraiment que le début. Tu as dit un truc important aussi, c'est que je pense que l'IA, c'est un super outil pour les experts. Tu vois, si tu es expert de ton sujet, que justement, toi, humain, tu as la capacité de décider parce que tu connais très bien ton sujet, là, l'IA, ça va permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin. Si tu n'as pas cette capacité-là, elle ne va pas se retrouver dans l'IA, et donc tu risques de faire un peu n'importe quoi. Et l'autre point sur les GI, moi, je suis aligné avec toi, je suis un peu plus satirique. Je pense qu'il y a dans les gens qui vont un peu en parler, je pense qu'il y a aussi, les médias qui ont besoin de vendre et qui vendent sur les fantasmes, et deux, c'est aussi une façon de faire monter les stocks des big tech, parce que forcément, elles te vendent ça, elles te disent, mais nous, c'est que le début, en fait, on voit plus loin, donc en fait, elles font monter leur stock avec cette logique des GI. Donc, il faut rester hyper rationnel sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est rien de plus qu'un assistant du niveau d'un enfant de 6 ans qui peut vous aider à automatiser une partie de votre travail si vous êtes expert de votre sujet. Déjà, si vous faites ça, vous allez pouvoir commencer à gagner pas mal de temps, quoi. Ouais, alors, un enfant de 6 ans, hyper actif et méga surdoué quand même, hein. Mais oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas la capacité critique par rapport aux résultats qui sont sortis, tu vas droit dans le mur. Donc, je pense que c'est surtout ça le problème peut-être de nos futures générations. Ça va être capable d'aller à l'encontre de l'IA,
et de dire non, 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 c'est pas censé être comme ça. Et voilà, je pense que c'est surtout ça, une espèce d'inquiétude que je peux avoir, Ouais. de le syndrome de s'endormir au volant parce que voilà, c'est facile, etc. Donc, On refera un épisode, si ouais, tu veux bien, sur l'éducation, ouais, parce que moi, c'est un carrément, sujet qui me carrément, passionne et carrément, je pense carrément. qu'il y a un vrai, vrai Ouais, point. ouais, carrément. Mais déjà, merci beaucoup. Je pense Ouais, qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière là-dessus à réflexion. Donc, merci énormément pour ton temps. Et puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite là? C'est quoi et tes ben les prochains next projets? steps, voilà, petit exclu, mais donc à la fin du mois, avec donc mon associé Mohamed, on va sortir un modèle de langue spécialisé en français et on espère qu'il sera le meilleur LLM français du marché. Donc on va pousser énormément là-dessus. On continue énormément aussi notre initiative open source pour évaluer des modèles français. Donc là, il y aura des choses qui vont venir, je pense, avec le ministère de la Culture, puisqu'ils ont aussi des initiatives en interne avec Comparia pour permettre aux gens de voter quel est leur modèle préféré. Donc il va y avoir pas mal de choses de ce côté-là, ça va beaucoup T'as s'accélérer. des noms un peu à nous donner si on veut aller regarder ce que tu fais? Ouais, ouais, Qu'est-ce carrément, qu'il faut aller carrément, regarder? carrément. Alors, vous pouvez nous suivre déjà sur Twitter, pardon, je suis un boomer, sur X. Vous pouvez nous suivre sur X. L'alias, c'est French LLM, Ok, tout simplement. trop bien. Et ça va être, là, on va retrouver pas mal d'informations là-dessus. Et sur Hugging Face, donc notre initiative s'appelle euh, Open LLM French Leaderboard. Donc, je vous invite à regarder là-dessus. Je te donnerai les liens Ouais, avec plaisir. On mettra tout dans les si commentaires. tu le souhaites. Et sinon, quoi d'autre? J'espère j'espère pouvoir créer des choses aussi intéressantes avec Brut, avec qui je travaille actuellement, à côté de toutes ces vies que je mène en parallèle. Donc voilà un petit peu pour les news. Moi, je serai donc le 28 novembre au Gen AI Days Paris. Nice. Ici, qu'il y a beaucoup de conférences, c'est un peu n'importe quoi cette période en ce moment. Mais elle est pas mal. Elle est très bien et c'est des amis aussi qui organisent ça. Donc l'association Générative AI France, qui est une asso de loi 1905 qui a pour vocation justement à promouvoir le product, la tech dans la perspective IA générative. Donc on sera présent là-bas, Trop bien. on mettra notre modèle à disposition pour que les gens puissent le tester et puis j'espère revenir peut-être une prochaine fois pour de parler de toutes ces avancées, de tout ce qu'on a appris sur Avec grand plaisir. comment entraîner des modèles à la perfection. Avec grand plaisir. On mettra tout ça dans les commentaires sur les Ouais, events et où est-ce qu'on peut vous trouver. Mais ouais, écoute, c'était une super session. Merci beaucoup. Et puis à ouais. très vite. Allez, merci. Ciao, ciao.